Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, c'est vendredi. Ça fait du bien, même s'il fait pas trop beau aujourd'hui. On attend de la température fabuleuse pour la fin de semaine. Cette longue fin de semaine, j'espère que vous avez l'occasion de prendre congé lundi. C'est férié pour la plupart d'entre vous, sans doute. Alors, ça sera magnifique. On pourra, je l'espère, profiter des premiers rayons de vrai soleil et surtout se féliciter d'avoir remporté le match de samedi. On veut rien jinxer, mais quand même, on va se le dire, nous sommes confiants. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure vers 2h30 avec Bergie. Michel Bergeron qui sera avec nous. On pourra lui parler justement de ce qui s'est passé hier en première période parce qu'on a craint pour Dobèche. On s'est dit, que se passe-t-il dans la tête de notre gardien? On n'était pas sûr. Alors, bien sûr, on demandera l'avis du coach Michel Bergeron. Vous avez peut-être vu, là, on parle beaucoup d'énergie cette semaine. Tout ça parce que le premier ministre du Canada a dévoilé une partie de sa stratégie énergétique. Ça vise, entre autres, à doubler la production d'électricité d'ici 2050, oui, au Canada, partout au Canada. Ça coûterait 1 billiard. J'ai fait une pause avant de dire billiard, là, juste pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. 1 billiard, c'est 1000 milliards de dollars. Alors évidemment, c'est énorme. C'est 200 ponts Champlain, là, si vous voulez une figure comparative. Et ce que le premier ministre du Canada veut faire, c'est, je vous passe le blabla libéral, mais quand même libéral, genre on va faire un Canada plus fort, plus propre. Mais il y a un peu de ça là-dedans. Il dit on veut développer une énergie. D'abord, on n'a pas le choix parce qu'on a des besoins qui sont tellement importants, puis je pense qu'au Québec, on est bien placé pour le savoir. On fait face à une pression grandissante pour de nouveaux mégawatts. Notre gouvernement ici au Québec arrête pas de le dire. Il y a une dizaine de projets industriels qui ont été refusés il y a pas longtemps parce qu'on nous dit il y avait pas de bloc d'électricité disponible. Il y aurait une centaine d'autres projets aussi qui seraient en attente. Fait que, voilà, ça c'est pour la partie hier. La partie aujourd'hui, c'est qu'on apprend aussi que Mark Carney s'est entendu avec l'Alberta pour, entre autres, sur le prix du carbone à 130 $ la tonne. Ça peut sembler complexe et tout, mais sur toutes ces questions-là d'énergie, on va discuter avec des spécialistes qui vont essayer de vulgariser un peu tout ça, parce que je vous avoue, moi je trouvais ça étrange. Hier, on parlait d'énergie propre, entre autres d'électricité, d'éoliennes, puis en même temps, aujourd'hui, on nous parle peut-être de pipeline, de gaz naturel, de nucléaire, bref. On va voir ce qu'il en est avec André Bellil, qui est le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique dans une quinzaine de minutes. Mais avant, je vais m'entretenir avec un professeur que vous connaissez bien. Il est spécialisé en enjeux énergétiques à HEC Montréal. Pierre-Olivier Pinault est avec nous. Bonjour, Monsieur Pinault. Bonjour, Isabelle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces 2 jours d'annonces consécutives? Bon, là, il y a les énergies vertes, l'électricité. On veut doubler la production d'ici 2050. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de la renégociation du prix de la taxe carbone, ou en fait de la bourse carbone. On parle d'un montant de 130 $. Essayez de nous expliquer un peu ce qu'il en est, là, pour que tout le monde comprenne bien. Ben, on a besoin, puis vous l'avez dit, on a besoin d'électricité au Canada, mais pas juste au Canada. La société moderne, elle utilise beaucoup d'électricité. On a besoin d'électricité pour notre chauffage au Québec, mais dans le reste du Canada, il se chauffe encore beaucoup au gaz naturel. On a besoin d'électricité pour nos ordinateurs, les centres de données. Toute la société moderne est basée sur l'électricité et on en a de plus en plus. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça va augmenter ces besoins-là en intelligence artificielle. Ça demande de l'électricité. Donc, d'une manière générale, l'électricité sera en demande dans les années à venir, aujourd'hui et dans les années à venir. Donc, le gouvernement fédéral s'est rendu compte que on avait 10 provinces, 10 systèmes électriques qui opéraient un petit peu en isolation.
Donc, il faut essayer d'avoir un système plus cohérent, plus d'échanges. On a beaucoup parlé quand Trump a commencé la guerre commerciale d'avoir davantage de commerce interprovincial et de faire tomber les barrières entre les provinces au niveau du commerce. Mais en électricité, il y a d'énormes barrières et c'est ce que le gouvernement fédéral veut essayer de se battre contre. Il veut essayer d'avoir davantage d'interconnexions, que les provinces produisent plus et échangent plus d'électricité. Ça, c'est l'objectif. Donc ça, c'est pour le volet électricité, c'est quelque chose qu'on doit faire, que ce soit pour la lutte contre les changements climatiques ou juste pour répondre à nos besoins que l'économie crée à ce niveau-là. Et Pierre-Olivier Puis on sait en Alberta. Oui, avant de passer à l'Alberta, on sait, M. Pinault, que quand on parle d'électricité au Québec, c'est l'hydroélectricité qui nous intéresse, notre grande entreprise, notre flambeau qui est Hydro-Québec. On nous le dit aussi, là, les projets, on a besoin de plus de mégawatts. En même temps, les gens regardent ça puis ils disent, oui, mais est-ce que ça va faire augmenter ma facture d'hydroélectricité? Je sais que vous, souvent, vous nous rappelez qu'on paye pas le juste prix, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'on regarde ça puis on se dit, OK, là, on nous parle d'investissement d'1 billiard de dollars dans l'hydroélectricité, le nucléaire, l'éolien, le solaire, le stockage énergétique, le transport électrique, entre autres. On nous parle à ce moment-là d'un coût d'énergie de 1 billiard, tout ça pour que ça devienne plus abordable. Mais les gens doute un peu de ça, je vous avoue. J'ai déjà des commentaires au 1-877-827-2346 et n'hésitez pas à nous texter également au 1-877 Cube Radio. C'est Hugo aussi qui va prendre vos appels si ça vous tente de nous jaser en direct. Mais les gens me disent, est-ce que ça risque pas de faire augmenter les tarifs, tout ça? Mais la réponse est oui, c'est certain que ça va faire augmenter les tarifs d'électricité. Mais là où il faut voir et faire les calculs, c'est est-ce que on va pouvoir utiliser l'électricité dans des endroits où aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent. Par exemple, ceux qui ont encore des voitures à essence, peut-être qu'ils vont un jour acheter une voiture électrique et ça va coûter moins cher en électricité que ça coûte aujourd'hui l'essence qu'on met dans nos voitures. Donc même si, et c'est ça que le gouvernement fédéral essaye d'envoyer comme message, c'est de dire la facture globale d'énergie, ce qu'on paye pour le chauffage, pour le transport, pour l'électricité dans nos maisons, eh bien, ça va globalement baisser pour la majorité des Canadiens parce que justement, on va pouvoir éviter de faire le plein d'essence parce qu'on va faire une recharge électrique à la place. Mais pour que tout le monde puisse faire des recharges électriques, il faut avoir davantage d'infrastructures. Mais juste pour le prix de l'électricité par kilowattheure, ça, c'est à peu près impossible de ne pas le faire augmenter et il va augmenter dans les années à venir. Maintenant, c'est sûr que c'est à nous d'ajuster notre consommation, c'est à nous de laisser tomber justement notre véhicule à essence et de faire des ajustements pour aller vers des technologies plus efficaces ou des modes de consommation plus efficaces. Parce qu'on en a plein de modes de consommation plus efficaces. Mais pour l'électricité, là, il y a un autre débat qui serait de qui doit payer pour les nouvelles infrastructures. Ouais. Est-ce qu'on on fait 2 comptes séparés ou on fait un compte commun où tout le monde est dans le même bateau? Aujourd'hui, tout le monde est dans le même bateau. On se partage la facture entre les nouveaux usagers qui ont besoin de davantage de centrales électriques et de nouvelles lignes de transport et les anciens usagers. On pourrait essayer d'avoir un système où on essaie de séparer davantage, où on dit tous ceux qui s'ajoutent, ils payent le prix des nouveaux investissements et ceux qui n'augmentent pas leur consommation, ils payent le prix qu'on payait jusqu'à maintenant pour bénéficier là, de leur consommation historique. Ça demanderait de faire des changements à la manière de tarifer l'électricité. Puis on le sait, là, dès qu'on fait des changements de tarification, c'est très difficile d'avoir un consensus. Les gens sont en général pas d'accord avec n'importe quel changement qu'on propose. Ouais. Puis là, je disais, c'est des gros chiffres aussi. Puis bon, je disais 1000 milliards, mais je voulais dire 1 million de milliards tout à l'heure, bien sûr. On est tellement dans les gros chiffres qu'on en oublie des zéros. C'est quand même coûteux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce coût-là ou au contraire, Mark Carney ici est visionnaire, puis il voit des affaires qu'on voit pas? C'est quand même impressionnant, ce chiffre-là. Ça paraît tellement énorme.
Oui, mais vous savez, le PIB du Québec, c'est environ 200 milliards de dollars. Donc, ça ferait 5 fois le PIB du Québec. Mais là, on parle d'un plan d'investissement sur les 25 prochaines années réparti sur le Canada entier. Donc, c'est pas, les chiffres peuvent paraître gros, mais quand on répartit par habitant et sur 25 ans, il faut faire le calcul, mais c'est pas des chiffres si énormes que ça. Vous savez, au Québec, on dépense chaque année des milliards et des milliards pour acheter des nouveaux véhicules. Donc, c'est pas des milliards qu'on dépense là. On en a de différentes manières et selon la manière de regarder les choses, ça paraît énorme. Moi, quand je regarde ce qu'on dépense pour acheter des nouveaux véhicules à essence, trop gros, mais je me dis, ça n'a pas de sens qu'on dépense autant de milliards pour des véhicules qui vont rester stationnés 23 heures sur 24, tandis que là, on parle d'infrastructures électriques qui vont être là pendant plusieurs décennies et fournir un service extrêmement important aux individus et à l'économie. Mais électrique, ça inclut toutes sortes de modes de fabrication d'énergie, là. On met là-dedans l'éolien, on y met aussi le nucléaire. Le débat a comme repris il y a quelque temps. Il s'est reglissé dans l'actualité sans qu'on s'en rende trop compte. En même temps, des gens réagissent là à vos commentaires à Pierre-Olivier Pinault, puis entre autres Daniel de Montréal qui dit c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter un véhicule électrique et c'est un fait. Il y a Julie de Saint-Alexis qui dit bon, quelles sont les réelles intentions de Mark Carney derrière ça? C'est la question à son avis. Elle a difficulté un peu à faire confiance, peut-être, quand il s'agit de ces montants aussi importants aussi et de la façon dont c'est amené. Hier, on parle beaucoup d'énergie verte. Aujourd'hui, on parle peut-être de s'entendre sur éventuellement un pipeline. On le sait pas. Et ça, on parle aussi de gaz. Le gaz, c'est pas une énergie verte, là. À moins que ça ait changé puis que je m'en suis pas rendu compte, mais il me semble que c'est pas de l'énergie verte. Il y a du gaz naturel renouvelable, on en fait de plus en plus, et ça c'est une énergie verte parce qu'on utilise des résidus organiques, des matières résiduelles pour le faire. Mais ça reste encore marginal. Mais en Alberta, c'est pas le cas, là. Non, c'est pas le cas. Et c'est sûr que là, M. Carney a dû faire des compromis avec justement nos amis albertains parce qu'il y a un très fort lobby des hydrocarbures, pétrole, gaz naturel en Alberta, qui s'opposait au plan de Justin Trudeau de justement d'avoir un secteur électrique qui était sans émissions. Et donc, il a ouvert une brèche dans le plan de Trudeau en disant, on va permettre davantage de gaz naturel pour satisfaire en quelque sorte le lobby albertain. En Ontario, il y a un lobby du nucléaire. Et alors, pour satisfaire le lobby du nucléaire, il a autorisé le nucléaire. Vous savez, le nucléaire, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. En Ontario, ça rend des très grands services, mais ça coûte aussi très, très cher. Les Ontariens ont décidé par eux-mêmes de vouloir payer très cher pour leurs centrales nucléaires. Ils en construisent des nouvelles parce qu'il semble-t-il, ils ont le goût de payer très cher. C'est leur choix, mais là-dessus, il faut comprendre que le gouvernement fédéral va aider tout le monde, mais ce sont les provinces et les compagnies qui décident de faire des projets dans les provinces qui vont recevoir une partie du financement d'Ottawa. C'est pas Ottawa qui va décider où est-ce que j'investis. C'est pas Ottawa qui va investir directement dans des parcs éoliens, dans des centrales nucléaires ou dans des centrales au gaz naturel en Alberta. Ce sont des compagnies dans ces provinces-là qui vont investir, qui vont essayer, et ça c'est le défi de Monsieur Carney, c'est d'essayer d'avoir davantage de concertation, une collaboration entre les provinces pour qu'elles se parlent davantage. Et ça c'est une bonne chose parce qu'on se parle pas assez dans le secteur de l'électricité. Il n'y a pas assez de planification commune, il n'y a pas assez d'échanges entre les provinces pour justement mieux produire et mieux utiliser l'électricité. Et donc là, je dirais même, est-ce que ce serait pas faux de dire même, moi, de la façon dont je vois que qu'on agit, j'ai l'impression qu'on est même en concurrence par rapport aux façons de regarder ce qui se passe avec Terre-Neuve-Labrador, Churchill Falls. Là, on est plutôt, on n'est pas dans la collaboration, on est plutôt dans la négociation commerciale. Oui. Mais c'est une bonne chose. À mon avis, c'est une bonne chose justement qu'il y ait des négociations, et qu'il y ait des discussions, parce que celui qui aura le meilleur projet, si le meilleur projet c'est à Terre-Neuve et Labrador, tant mieux. Si le meilleur projet il est au Québec, tant mieux. S'il est en Ontario, tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est très difficile justement de faire des projets dans d'autres provinces. Mais il y a comme un monopole Hydro-Québec et on peut faire passer des projets qui sont peut-être pas les meilleurs parce que c'est juste au Québec que ça doit se passer. Et c'est comme ça que l'Ontario a réussi à vendre aux Ontariens des centrales nucléaires qui sont extrêmement chères. C'est parce que
que dans l'imaginaire des Ontariens et de chacune des provinces, on ne peut faire des projets que chez nous, sans rentrer en concurrence et sans ouvrir un petit peu les portes et voir est-ce qu'il n'y a pas des manières que ça coûte moins cher ailleurs. Et c'est ça que M. Carney veut essayer d'insuffler comme dynamique, c'est-à-dire que les meilleurs projets se passent là où ils peuvent se réaliser au moindre coût parce qu'on a ouvert un petit peu les portes de ce secteur-là. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans pour le Québec, qui se paye lui-même depuis des années. Je veux dire, les Québécois payent eux-mêmes le développement de leur réseau hydroélectrique. Ça fait plus de 60 ans, le maître chez nous, c'est passé beaucoup par hydro. Là, c'est comme si le fédéral essayait d'aller un peu amadouer les autres provinces pour leur dire, sous le couvert, dire on va faire du commerce interprovincial, on va faire une espèce de grande famille électrique. Il en reste pas moins que j'essaie de voir c'est quoi l'avantage pour le Québec par rapport aux autres. C'est que l'avantage du Québec, c'est qu'on a des atouts incroyables. Par exemple, notre stockage hydroélectrique. On a des réservoirs immenses au Québec qui peuvent servir à stocker de l'eau. Quand nos voisins ont trop d'énergie, ils peuvent la vendre au Québec et nous, on peut stocker l'eau dans nos réservoirs. Et plus on aura des possibilités de faire des échanges avec nos voisins, plus on aura accès à leur énergie quand elle est pas chère et plus on pourra la revendre chez eux quand elle sera plus chère. C'est ce qui se passe avec l'Ontario. L'Ontario, la nuit, ils ont des centrales nucléaires qui continuent de produire même s'il n'y a pas de demande en Ontario. Aujourd'hui, il y a déjà des lignes électriques et on peut importer du nucléaire pas cher du tout. Hydro-Québec fait du profit en important de l'énergie pas chère et en la revendant plus cher aux voisins, à New York, à Nouveau-Brunswick, aux Ontariens même. Et nous, on est comme une plateforme d'échange avec une capacité de stockage inégalée. Et donc, plus on aura des marchés ouverts, plus on va pouvoir utiliser notre position pour faire fructifier notre actif hydroélectrique. Et la beauté de la chose, c'est que c'est entièrement décarboné. C'est du stockage qui est déjà construit. Alors, c'est une opportunité d'affaires incroyable qui serait en partie financée par le gouvernement fédéral en gardant notre souveraineté parce qu'on pourrait quand même, évidemment, Hydro-Québec resterait propriété des Québécois. Ben, j'espère. On a payé pour. Ben, merci beaucoup, Pierre-Olivier Pinault. C'est intéressant. Ça clarifie ce grand projet-là. Pierre-Olivier Pinault, professeur spécialisé en enjeux énergétiques à HEC Montréal. J'aimerais qu'on donne la parole à André Bélier, les présidents de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. André est un observateur de la scène pétrolifère depuis tellement longtemps. Il a écrit plein d'ouvrages là-dessus que je vous recommande d'ailleurs. André, bonjour. Bonjour. Là, ce qu'on entend, on a parlé avec Pinault. Je pense qu'il faut que vous baissiez votre son, André, peut-être sur l'ordinateur. Là, on entend un écho. André, je voulais avoir votre avis là-dessus. D'abord, sur tout ce que vient de dire Pierre-Olivier Pinault. Êtes-vous d'accord avec lui? Moi, je continue de recevoir des commentaires des auditeurs au 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Et en même temps, les gens le disent. D'abord, sur les véhicules électriques, il y a plein de gens qui me disent, moi, j'aimerais ça, mais pas les moyens. Beaucoup de témoignages en ce sens-là aujourd'hui. Puis ça me permet de vous rappeler que tout à l'heure, on a Antoine Joubert. On pourra peut-être en parler avec Antoine parce que, sincèrement, là, on nous vend beaucoup la voiture électrique comme l'avenir, mais il y a le coût encore. Il y a Gabriel qui dit, moi, ma petite Éco 2004 me coûte vraiment pas cher. Je fais le plein aux 2 semaines. Si elle était électrique, il aurait fallu que je change de batterie 3 fois, 25 000 $ plus ou moins. Autrement dit, ça m'aurait coûté 75 000 $ avant de me rendre à 3 batteries. J'aurais changé sans doute de voiture. Au bout de tout ça, ce qu'il veut nous dire, là, c'est est-ce qu'il y a autant d'économies qu'on le dit ou qu'on le pense? Lui est convaincu, Gabriel, que ça lui aurait coûté beaucoup plus cher. C'est vrai, c'était une Éco qui a 2004. C'est magnifique. On est en 2026. Elle a 22 ans. Mon Dieu, c'est fascinant. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Il doit bien l'avoir entretenu, Gabriel. Il y en a pas mal d'autres étudiants. Il y a des étudiants aussi. Et Gilles, sa fille est étudiante. Elle s'est payée une voiture électrique usagée de 2019 à 13 000 $. Elle avait pas les moyens de payer de l'essence. Je comprends que dans son cas, je pense qu'il y a une satisfaction ici. C'est sûr que, est-ce que André Bellil est là? Oui, André,
Il y a tout ça. Bonjour. Il y a la question de l'électricité, le projet de ce billiard de dollars. C'est tellement énorme qu'on se dit, oh mon Dieu, 1 million de milliards. Bon, évidemment, c'est d'ici 2050, mais c'est comme une grande stratégie, pas juste hydroélectrique, parce qu'il y a plein d'autres composantes là dans cette brochette-là. Et là, on apprend aussi qu'il y a une entente avec l'Alberta, ce qu'a annoncé aujourd'hui le premier ministre Mark Carney, c'est qu'il y aurait une entente qui prévoirait une augmentation du prix du carbone industriel en Alberta. Là, en ce moment, il est 95 $ la tonne. Ça a été gelé depuis l'année dernière. Et là, ça serait 130 $ la tonne d'ici 2040. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça, André? D'abord, moi, ce qui comment je peux dire, la première chose qui me saute aux yeux, là, c'est qu'on vise dans toutes les directions. Ouais. Il y a des directions intéressantes, là, comme le soulignait M. Pinault, tout ce qu'on peut faire vers les énergies vertes, si on le fait intelligemment, ça, c'est pas gagné d'avance, ça, mais bon, tout ce qu'on peut faire dans ce sens-là, ça vaut la peine d'y penser. Maintenant, quand on arrive avec des projets de pipeline, moi, la première chose que je vois, c'est on est devant l'achat d'un deuxième Trans Mountain avec l'argent des contribuables, puis c'est une très mauvaise nouvelle pour le climat. Là. Notre argent travaille finalement à détruire ou à réchauffer l'atmosphère. Puis ça, on peut faire mieux. Puis bon, là, il faut se rappeler que depuis 2015, on a pris des engagements qu'on ne respecte pas en matière de réduction des gaz à effet de serre, mais pas du tout. Là. Maintenant, c'est démontré. Mais on a augmenté pendant ce temps-là la production de pétrole de 80%. Donc là, à un moment donné, c'est ça, là, il faut mettre un stop à ça et prendre le virage qu'il faut. Puis le virage qu'il faut, je reviens un peu aux projets qui sont, mettons, intéressants, mais là, on n'en sait pas trop, fait qu'on peut pas aller bien loin. Mais oui, si on décide tout à coup que là, on collabore ensemble puis qu'on développe les énergies complémentaires à l'hydroélectricité, entre autres, là, M. Pinault donnait un exemple, là, on peut stocker de l'eau quand on achète de l'énergie ailleurs, mais on peut en stocker aussi avec l'augmentation de la production éolienne et solaire. Et ça, pour le Québec, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Bon, ça, OK, on va au moins, on peut avoir un certain espoir là. On reparle du nucléaire. Un petit mot sur le nucléaire. André Bellil, vous en pensez quoi, vous? On peut nous dire que le nucléaire, c'est sans gaz à effet de serre, mais... Est-ce qu'on a perdu André? Je pense qu'on va l'appeler au téléphone. Il habite loin. Alors, on est en train de se rebrancher avec André Bellil. Mais c'est intéressant, peut-être vous dire, entre-temps, en attendant là, qu'André revienne, Pierre Poilievre, le chef de l'opposition à Ottawa conservateur, a dit « S'il ne s'agit que d'une illusion », il y a beaucoup d'auditeurs qui me rappellent ça d'ailleurs, et il disait « Les Canadiens n'ont jamais payé leur électricité aussi cher ». En fait, il disait, après plus de 10 ans, avec les libéraux, les Canadiens payent leur électricité 35% plus cher. C'est ce qu'il a dénoncé, le chef conservateur, hier sur le réseau X. Vous savez que le gouvernement à Ottawa va lancer dans les prochains mois des consultations avec les provinces, avec les territoires, les communautés autochtones, l'industrie. Alors, on pourra voir, il y a le projet dont on parlait, Terre-Neuve-Labrador, là, qui va être soumis au bureau des grands projets et qui devra bénéficier d'un processus d'approbation accéléré. Alors, on va voir. Toujours est-il que c'est un grand projet de carboneutralité d'ici 2050. C'est une stratégie hyper audacieuse. Mais en même temps, ce que nous disait André, là, c'est qu'on n'a pas été très bon à réduire les gaz à effet de serre au Canada dans les dernières années. Donc, moi, je veux bien, mais il y a comme parfois, les babines suivent, les bottines suivent pas les babines. Est-ce qu'on a de la difficulté ici là à rejoindre André Bellil? Écoutez, j'ai envie de vous dire merci d'ailleurs de nous écrire. Là, il y a plusieurs auditeurs qui continuent de le faire. Là. Oui, Julie a dit j'adore Monsieur Bellil. Ben oui, moi aussi, quand je suis capable d'y parler. Beaucoup de gens là qui réagissent là au dépassement de coûts. J'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Là. Si 80% des véhicules deviennent électriques, me dit un auditeur, l'essence aura pas le choix de baisser.
Parce que sinon, mais c'est complètement une transformation énergétique dont on parle. Hein. Complètement autre chose. Est-ce qu'André est là? Bon, ben voilà, André Bellil. Vous êtes là, André? Bon. André? Désolé. Bon, je vous laisse aller parce que je suis pas sûre si c'est quand j'interviens que ça coupe. Donc, allez-y, André. Votre opinion là, sur l'entente avec l'Alberta et la question des énergies fossiles. Bon, ben je pense que on va arrêter ici. Voilà. C'est le moment d'aller en pause de toute façon. On va la devancer de quelques minutes. Au retour, je vais vous demander si vous avez suivi la mission Artemis 2. Vous savez que toute l'équipe était à Montréal aujourd'hui. Nos 4 astronautes fabuleux. Moi, j'ai tellement suivi. Je sais que vous l'avez suivi. On s'en est déjà parlé. Vous savez que ça a un impact. Cet engouement se fait sentir. Même au planétarium, il y a de plus en plus de gens qui y vont. On est tous intéressés de plus en plus par l'espace. C'est tellement fascinant. On va en parler tout de suite après avec un invité et vous me direz ce que vous en pensez. 1-877-827-2346. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On avait de la grande visite aujourd'hui. Ils sont toujours à Montréal. D'ailleurs, ils étaient, je pense, en tout cas, il y a pas si longtemps. À la Place des Arts, ils se sont adressés à un parterre de 3000 personnes, des étudiants, des chercheurs, toutes sortes de monde qui avaient payé 100 pièces pour aller voir les 4 astronautes de la mission Artemis 2. C'était une activité organisée par la Chambre de commerce de Montréal, animée par la présidente Isabelle Dessureau. Moi, je l'ai trouvée bien chanceuse d'avoir l'occasion de les interviewer, ces 4-là, que je trouve 4 fabuleux humains. Je vous en ai déjà parlé. C'est quand même une mission historique, avouez, que celle d'Artemis, parce que cet équipage a repoussé la distance à laquelle on s'était rendu jusqu'à maintenant. Artemis a été donc un vol habité qui a fait le tour de la Lune. Je vous le rappelle, on n'était jamais allé du côté caché de la Lune. Là, ils ont fait le tour complet. Ils sont allés le plus loin qu'un humain ait jamais allé. Et ça nous a comme ouvert cette espèce d'espace, c'est le cas de le dire, pour espérer d'autres missions comme celle-là, tout aussi intéressantes et qui nous permettent aussi de développer plein de choses. On va en discuter avec Loïc Kennel, il est coordonnateur d'activités scientifiques au Planétarium de Montréal. Il y était justement à la rencontre des astronautes d'Artemis ce matin. Bonjour Loïc, chanceux. Bonjour. Oui, chanceux, certains. Moi aussi, j'étais très fébrile à l'idée de les rencontrer. C'était vraiment un moment très important. Ben, parlez-moi-en de ce moment-là. Qu'est-ce que vous retenez, Loïc, de leur présence et surtout de ce qu'ils ont dit? Parce que chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, moi, j'ai l'impression que ça me donne une petite dose d'inspiration de plus. Je faisais le lien ce matin à ma chronique avec Mario Dumont puis à LCN sur le fait que on peut même faire des liens entre les astronautes de la mission Artemis 2 puis même le Canadien de Montréal. On va en parler tout à l'heure avec Bergie. Mais, tu sais, c'est des êtres exceptionnels qui sont résilients, qui sont formés depuis pendant des années, là, ils sont formés. Évidemment, c'est pas la même chose pour être un joueur de hockey, je le sais, que pour être un astronaute. Mais quand même, il y a derrière beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience, beaucoup presque d'acharnement à atteindre un but. Oui, puisque j'en ai retenu beaucoup de la rencontre avec ces personnes-là ce matin. Vous avez utilisé le terme de fabuleux humains. Tout à l'heure, c'est vrai, ce sont des humains fabuleux et toute leur préparation, tout l'engagement qui sont placés en leur mission est transcendé par la connexion qu'il y a entre eux, la connexion qu'ils voulaient établir avec le reste des humains. On a senti une profonde humilité de ces personnes-là aussi. Et j'ai ressenti une grande fierté en tant qu'humain habitant de cette planète également à les rencontrer et à connecter beaucoup avec les paroles que ces personnes disaient. Oui, c'est un terme de mission, c'est vrai, Artemis 2, c'est une mission, il y avait des objectifs, il fallait tester du matériel, il y avait des choses à mettre à l'épreuve. Mais au-delà de ça, je trouve que le terme mission est vraiment beaucoup trop restrictif parce qu'il y a une expérience qui s'est dégagée de ces personnes-là et qu'ils ont eu une aptitude absolument parfaite à nous partager tout au long de la mission et qui les habitent depuis. Ils en ont fait part ce matin avec une grande générosité et c'était un moment parfait pour terminer le mission d'Artemis 2 qui a fait du bien, je trouve, ces dernières semaines, ces derniers mois pour l'humanité tout entière.
C'est vrai que ça a fait du bien à l'humanité, Loïc. Vous me permettrez de donner à nouveau nos numéros aux gens pour nous dire ce qu'ils retiennent d'ailleurs de cette mission. Si vous l'avez suivi, 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Je dis si vous l'avez suivi, mais ils ont eux-mêmes, et il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, cette mission-là, qui ont suivi cet équipage qui nous a transportés avec la petite mascotte. C'est sûr qu'il y avait un Canadien là-dedans. En plus, ils parlaient français. Ils ont amené des biscuits à l'érable. On les a vus. Moi, je les ai suivis quasiment, j'exagère à peine, 24 heures sur 24 parce la NASA avait prévu qu'on puisse les suivre vraiment en temps réel. Fait qu'il y avait comme une fascination qui s'est développée. On n'avait pas vécu ça et eux-mêmes, je sais pas s'ils l'ont redit ce matin, mais ils sont très étonnés de l'engouement de leur mission. Je pense qu'ils se sont eux-mêmes fait surprendre par l'engouement qu'ils avaient dans leur mission et la fraternité d'une certaine façon qui se dégageait de leur équipage. Oui, ils se connaissent depuis longtemps, les familles se connaissent, c'est une grande famille, la famille des astronautes. Mais je sentais de leur part vraiment à la fois une évasion qui a émané de leur voyage. Ça fait écho beaucoup à notre fibre humaine de désir d'exploration, de curiosité, etc., etc. Ouais. Mais d'une certaine façon, ça les a ancrés au sol, ça les a groundés, si vous me permettez d'utiliser cette expression-là. Ils sont revenus riches d'une expérience qu'ils ont envie de partager et qui s'appuie beaucoup sur notre bassin commun d'expériences puis de choses qu'on perçoit avoir envie de développer en tant qu'humain. Ils ont parlé beaucoup de coopération, ils ont parlé de l'obligation qu'on a de travailler ensemble, de trouver des solutions parce que nous sommes sur la même planète avec des problèmes communs, avec des enjeux communs qu'il faut solutionner ensemble. Et c'était pas du tout du langage standardisé ou des mots qu'on avait placés dans leur bouche. C'était vraiment ce qui émanait profondément de leur mission et je trouvais ça extrêmement authentique et c'était très beau pour cette raison-là en particulier. Tout à fait, vous avez raison, Loïc. Il y a Francis qui écrit tout le côté technique de la mission. Ça l'a beaucoup intéressé. Moins le côté Canada dans l'espace, même si aujourd'hui, ils ont quand même rappelé que le bras canadien allait être très utile aussi dans les prochaines missions. Francis dit, on est vraiment des humains, des terriens face à l'exploration spatiale. Claude de Mont-Saint-Grégoire nous dit, toutes les grandes réalisations humaines dans plusieurs domaines des hautes technologies sont les résultats de rêves et d'exploration. Ça a permis la médecine, les communications, ce qu'on a aujourd'hui et qu'on ne cessera jamais de développer grâce à tout ça. Puis c'est vrai qu'ils sont allés tester plein de choses. D'ailleurs, on voulait, entre autres avec Artemis 2 et cet équipage, on voulait voir un peu aussi les limites du corps humain, comment le corps réagit de l'autre côté de la Lune, justement, quand on perd le contact avec la NASA. Pendant 40 minutes, il n'y avait pas de nouvelles, mais eux continuaient de se tester. Il y a plein de choses fascinantes et ça fascine aussi les gens qui viennent vous voir au planétarium. J'imagine que vous avez plein de questions aujourd'hui, beaucoup plus de visiteurs d'ailleurs, ça c'est un fait. Oui, on a quelques milliers de visiteurs de plus depuis le début de la mission Artemis. Je pense que tout le monde était un petit peu pris par surprise. Si j'en parlais dans mon entourage non initié, on pourrait dire... personne n'avait véritablement idée qu'il y avait une mission qui se préparait, qu'on allait retourner enfin autour de la Lune tel qu'on n'avait pas fait depuis la fin des années 60, début 70. Mais oui, puis on n'avait jamais fait ce tour-là. On n'avait pas été faire le tour complet, là. En fait, ce tour-là, il avait été fait dès l'émission Apollo 8. Mais à une distance moins grande. La mission Apollo 8 avait le but de faire le tour de la Lune, mais en vue de préparer les futurs alunissages, donc fallait être relativement proche de la surface, mais à une telle distance, ça n'avait jamais été fait. Et oui, on parle de distance, de record, etc., etc., mais ce qui, je pense, fait en sorte que plus de visiteurs viennent au planétarium avec ce sujet, avec l'envie d'en parler, fait un peu écho à ce que j'ai entendu de la bouche de certains des astronautes ce matin, c'est que lorsqu'ils sont passés un petit peu après le passage en arrière de la Lune, ils se plaçaient dans une certaine configuration qui faisait que le Soleil passait en arrière de la silhouette de la Lune. Ils vivaient une forme d'éclipse solaire avec la Lune en avant-plan. Et l'œil humain ne pouvant s'adapter avec un petit peu de temps aux différences de luminosité, le début de cette expérience-là les a marqués parce que la Lune devenait comme un trou noir sur un ciel infini en arrière-plan. Ils voyaient enfin des étoiles, ils voyaient la galaxie en arrière-plan, une fois qu'ils n'étaient plus éblouis par la lumière vive du Soleil. Ils voyaient la couronne solaire et
ça semblait être un moment particulièrement magique qui m'a rappelé ce qu'on avait pu vivre dans le sud du Québec le 8 avril 2024 quand on a vécu une éclipse solaire. Attends, parce que oui, c'était le même phénomène, il y avait une éclipse de soleil, mais je veux dire, au-delà de ça, c'était le fait qu'on observe un phénomène astronomique, on prend le temps de contempler la nature, de regarder s'il y a au-dessus de nous et de ressentir une forme d'humilité qui se dégage de là, ce qui, je pense, contribue un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ils se sentent un petit peu plus groundés. Ouais. Et d'une certaine façon, et ça c'est purement personnel, ma façon de me grounder, de me reconnecter un petit peu avec ma planète, c'est de sortir le soir par une belle nuit étoilée, de me coucher par terre et de regarder un petit peu ce qui se passe au-dessus de moi. C'est vrai, vous faites ça, vous vous couchez par terre, puis vous regardez le ciel, c'est magnifique ça, comme font les enfants. Il faut que les adultes fassent ça aussi, ouais, exactement. Et il faut préserver nos réserves de ciel étoilé, parce qu'avec les lumières de plus en plus éblouissantes, on voit de moins en moins les étoiles. On perd le contact, c'est peut-être ça aussi, on perd le contact souvent avec l'espace, parce qu'on le voit pas, on n'en est pas conscient, on est ébloui par nos gros spots. Ce matin, ma collègue de Salut Bonjour, Marie-Ève Lortie, a eu le grand bonheur de les rencontrer, de les interviewer tous les 4 dans le studio de Salut Bonjour. Ça a été fascinant. Et c'est ce que disaient les astronautes, entre autres, Loïc, un peu ce que vous rappelez ici. Puis quand Ève-Marie leur a demandé qu'est-ce que vous retenez le plus depuis que vous êtes revenu, il y a plein de choses qu'ils ont dites. Voici un extrait. Toutes les émotions. Ouais. Un petit peu de peur, bien sûr, mais aussi c'était une expérience incroyable avec toutes les forces de jet, des choses comme ça. On était excités et quand les parachutes étaient ouverts, on a célébré. Oui. Christina. Ça, c'est sûr. Et même Christina aussi. Enfin, les 4, là, c'est Jeremy Hansen, le Canadien qu'on vient d'entendre. Avouez que c'est formidable de l'entendre parler français comme ça. Et il a parlé français en orbite, en fait, même. Voilà, exactement, dans Integrity, dans le vaisseau, voilà. Et bref, mais ce qu'ils disaient tous les 4, c'était à quel point aujourd'hui, ce qu'ils chérissent le plus, c'est les humains qui les entourent. C'est au-delà de leur mission qui est extraordinaire. C'est leur famille, c'est leurs amis, c'est le fait que, dans le fond, la chose la plus importante qui nous entoure, au-delà des planètes, même s'ils ont été en mesure de voir la galaxie, comme on le verra peut-être jamais nous, eux, c'est la famille, c'est les amis, c'est le côté humain qu'ils nous rappellent de ne jamais oublier. C'est vrai. Et il y a la présence de Jenny Gibbons ce matin a été à souligner également. Jenny Gibbons, c'est une astronaute canadienne. Elle n'a pas encore volé. Elle a été formée en même temps que Jeremy Hansen, qui a été la doublure de notre astronaute canadien, qui, en cas de problème de santé, mettons, ou d'empêchement, elle aurait pu le remplacer au pied levé. Mais en même temps, elle a suivi la formation pour être Capcom. Elle était la voix de la personne qui communiquait avec les astronautes. Pas 24 heures sur 24, elle aussi, il fallait bien qu'elle se repose, bien que ce matin, Reed Wiseman disait que Jenny était tellement tout le temps avec eux que ses propres enfants pensaient qu'elle-même était partie sur la Lune. Oui. Mais cette astronaute qui était là, présente avec eux, montrait que les astronautes gardent un lien avec l'humanité. C'est aussi un lien technique, là, le Capcom, c'est bien certain. Mais je trouvais ça inspirant que la mission, en tout cas que cet équipage de mission, tel qu'il nous était proposé, avec une discussion, aille au-delà de juste ces 4 personnes-là. Exact. Oui, il y avait Jenny Gibbons qui était avec nous. Il y avait énormément de gens du milieu de l'astronomie, de l'astronautique qui étaient assis dans la salle. On sentait qu'on faisait tous à peu près partie du même ensemble. Au-delà de cette famille astronautique et astronomie, il y avait l'humanité en arrière de ça. Mais j'ai beaucoup aimé cette présence de Jenny Gibbons. Je trouvais que ça apportait quelque chose de plus. Et j'aimerais qu'on souligne sa présence aussi parce qu'elle était vous avez tellement raison. Moi, je l'ai beaucoup entendu, la voix de Jenny, Super Jenny, comme on la surnomme. Elle est incroyable. C'est une jeune astronaute canadienne qui est fabuleuse et qu'on va sans doute revoir dans des missions dans l'espace. Et vous avez parlé tout à l'heure, Loïc, d'humilité. Et je pense que c'est ça. Rappelez toujours qu'on travaille jamais tout seul, qu'on dépend toujours de nos coéquipiers, que le travail d'équipe, la collaboration, le respect de l'autre, tout ça, là, ça fait partie. Ils sont tellement conscients, ces 4 astronautes-là, que s'il n'y avait pas eu tous les autres membres de l'équipe,
la mission n'aurait jamais réussi. Toi, t'es dans ta capsule, t'essaies de... C'est tous les autres qui les ont ramenés. C'est tous les autres qui les ont amenés là. Oui, après, il fallait la maîtriser, la mission, mais sans l'équipe, on n'est rien. On est juste aussi bon que notre équipe, là, nous permet de l'être. Êtes-vous d'accord? Oh, tout à fait, tout à fait. Puis, on a parlé tout à l'heure de Integrity, c'est le surnom que les astronautes ont donné à leur propre capsule. Exact. C'est une tradition qui existe depuis de nombreux programmes spatiaux maintenant. Mais c'est très intéressant d'écouter Jamie Hansen qui parle de l'origine du nom Integrity. Ça serait trop long de le répéter ici. Je vous encourage à aller écouter un petit peu ce qu'il aurait à dire à ce propos. C'est sur le site de l'Agence spatiale canadienne. Mais ce besoin d'intégrité, de se sentir intègre, de se sentir entier et à l'aise avec soi-même et avec ses coéquipiers, était très bien intégré par le nom Integrity. Et c'est aussi ce que je ressentais des astronautes ce matin. C'était pas du tout un nom d'emprunt, c'était pas pour faire joli, c'était pas parce que c'était un buzzword pour la mission à proprement parler, c'était véritablement des gens qui étaient intègres dans ce qu'ils proposaient, dans la façon dont ils ont choisi de travailler avec du monde, de travailler pour l'humanité. Et au sein d'une coopération internationale, c'était des Américains et des Canadiens, mais ils l'ont rappelé ce matin, il y avait 63 nations qui étaient engagées en arrière de ça à des échelles plus ou moins variables. Tellement. C'était et la NASA, très représentatif. Et je sais pas ce que vous en pensez, Loïc, mais je pense qu'en terminant, la NASA a bien fait les choses parce qu'on a tout au long de cette mission, pour ceux qui la suivaient vraiment au quotidien, il y avait des reportages qui ont été faits par la NASA, par les équipes de communication de la NASA pour nous montrer tel travailleur, telle travailleuse qui était avec son origine. Il y en a qui venaient d'Amérique du Sud, d'Afrique, de partout sur la planète. Et c'est juste magnifique de voir ça. Merci beaucoup, Loïc. J'aurais envie de vous faire écouter, comme avec nos auditeurs, un autre extrait de l'entrevue d'Ève-Marie Lortie ce matin. Salut, bonjour. Ève-Marie a posé vraiment une question fondamentale. C'est, comme disent les Américains, what's next? Hein? On fait quoi maintenant? On écoute. On doit le faire ensemble. Comme des humains, on a un choix chaque jour. On peut choisir utiliser notre énergie pour des choses positives ou négatives. On peut regarder les choses en ligne positives ou non. Mais selon moi, on a fait un exemple d'une chose avec collaboration, comment ça peut être. Alors, tout le monde a le choix chaque jour. Tout le monde a le choix de bien faire. Voilà. Je trouvais que c'était un beau message, Loïc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il nous propose de prendre nos responsabilités là-dedans. Il n'y a pas de morale en arrière de ça. C'est juste un témoignage qui invite à l'action commune et bienveillante. Voilà. Nous sommes tous des habitants de cette même planète. Nous sommes tous des terriens avant d'être quoi que ce soit d'autre. Merci beaucoup, Loïc Quesnel. On ira vous voir au Planétarium. Vous avez des beaux... je pense que vous avez aussi... il y a plein d'activités qui sont reliées d'ailleurs à Artemis 2. Assez peu, mais en fait, Artemis 2 finit par teinter un petit peu toutes nos activités dans le sens où l'astronautique et la présence d'humains dans l'espace, ça devient une porte d'entrée à de nombreuses discussions, à des animations, à des spectacles. Les 30 et 31 mai, nous avons un festival d'astronomie qui s'appelle l'Astrofest, qui en est à sa 6e édition cette année, dont la thématique est vivre dans l'espace. Ça fait autant le lien avec les recherches en astrophysique qui sont très développées à Montréal, notamment sur la connaissance des exoplanètes, ces planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, et la présence d'humains dans l'espace qui se cristallise cette année avec la mission Artemis 2 et un Canadien dans l'espace. Et c'est quand l'Astrofest? Ça commence quand? Les 30 et 31 mai. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus sur certainement. les réseaux sociaux d'Espace pour la vie notamment. Voilà, merci beaucoup. Alors, on ira vous voir au Planétarium de Montréal. Loïc Quesnel, coordonnateur des activités scientifiques au Planétarium. Et merci aux gens qui m'écrivent, qui sont aussi, comme moi, fascinés par l'espace. En effet, c'est magnifique de voir les gens se rassembler ainsi. Pas mal de monde là, il y a même des gens qui regardent dans le temps des Perséides, me dit Julie, on se couche sur notre toit plat, puis on les contemple. Wow,
C'est pas magnifique, ça. On parlait d'integrity. Ça tombe bien parce que c'est le prochain sujet qu'on veut aborder ensemble. Je reçois Éric Duhem après la pause. Il a fait l'objet des foudres de Paul Saint-Pierre Plamondon. On a demandé également une entrevue avec PSPP, mais il n'a pas accepté notre entrevue. Il a fait seulement un scrum ce matin avec des journalistes. On vous fera écouter ce qu'il a dit. Mais en gros, l'histoire, c'est que là, on reproche à Éric Duhem d'avoir trop dépensé. Et s'il y a des répercussions qui pourraient être assez dramatiques pour le chef du Parti conservateur du Québec, on lui parle tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Il y aurait près de 130 000 $ en dépenses potentiellement sous-estimées ou en tout cas mal catégorisées par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. C'est une espèce de bombe politique qui a été lancée par le Parti québécois. Aujourd'hui, le PQ a même fait une plainte officielle auprès d'Élections Québec en disant que le Parti conservateur et Éric Duhem ont largement dépassé le plafond qui est permis lors de l'élection partielle d'Arthabasca. Là, c'est ça qui est en cause. Et là, on dit qu'il y aurait des livres qui ont été vendus à rabais, qu'il y aurait comme un logement qui n'a pas été considéré au prix qu'il aurait dû, qu'il y a des services qui ont été sous-facturés. Bref, on accuse Éric Duhem au PQ d'avoir dépensé plus de 130 000 $ qu'il n'aurait pas dû dépenser. En gros, c'est ça. L'enjeu est assez important pour Éric Duhem si ça s'avère parce que ça pourrait vouloir dire que ça le sort carrément de la joute politique, ça le sortirait carrément, ça le rendrait inéligible à se présenter même à l'Assemblée nationale. Alors imaginez, c'est assez grave, je dirais. On a demandé une entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On nous a référé à ce qu'il avait dit aux journalistes ce matin. Il y a 9 exemples, dont une facture qui dit « on vous a pas tout chargé ». Moi, je fais confiance aux institutions. Le document, il est public. Vous pouvez le consulter, mais à la fin, ce sera au directeur général des élections de traiter ce document-là et il faut laisser les institutions travailler comme dans un processus de justice. Là. À un moment donné, il faut faire confiance aussi. Voilà. Alors ça, c'était ce que disait ce matin. Entre autres, c'était plus long que ça, mais c'est un extrait qu'on a choisi pour vous. Des commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui accuse donc Éric Duhem, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Duhem. Bonjour. Votre réaction quand vous entendez PSPP comme ça, vous pointez du doigt, puis même vous traitez en fait de menteur d'une certaine façon, parce que il sous-entend que vous auriez subrepticement, sans le dire, caché 130 000 $ au moins de dépenses électorales pendant donc l'élection partielle d'Arthabasca. D'abord, Madame Maréchal, il faut prendre les accusations du Parti québécois pour ce qu'elles sont. C'est une campagne de salissage orchestrée par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui aime se gargariser là, avec son ton hautain en nous disant que ça prend de la rigueur. Mais il aurait dû s'appliquer cette même rigueur-là. Il vient de dire dans sa déclaration qu'il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. Or, lui, est-ce qu'il laisse les enquêteurs faire leur travail? Non. Monsieur dépose une plainte qui d'abord a été donnée à un journaliste. Je veux juste vous dire ça. Moi, je ne l'ai pas appris du directeur général des élections du Québec qui avait une plainte. Je l'ai appris parce qu'un journaliste m'a appelé hier en fin de journée puis voulait que je réagisse à la plainte du Parti québécois. Donc, ils vont... Si j'ai quelqu'un là, qui fait quelque chose d'illégal ou de criminel dans mon milieu, là, je n'irai pas voir un journaliste pour parler de ça. Je vais aller voir un enquêteur. Pourquoi le Parti québécois fait pas ça? Pourquoi ils salissent avant de savoir? Et malheureusement, M. Plamondon est tombé dans ce piège-là. Puis ce qui est le plus épouvantable là-dedans, Mme Maréchal, là, moi, là, ils peuvent m'attaquer sur toutes mes idées, puis vous le savez, je suis capable d'en prendre. Mais quand on attaque l'intégrité d'un individu, il faut être blindé. Le PQ est pas blindé, mais pas une seconde. Quand il parle des livres, là, parce qu'il vient de parler des livres... Là, c'est votre livre, là. C'est votre dernier sur l'autonomie, là. C'est ça que vous avez donné à... Non, c'est pas celui-là. C'est lequel? C'est celui d'il y a 4 ans qui restait un lot dans chez l'imprimeur. Puis le lot avait été vendu à rabais parce qu'il allait l'envoyer à des déchiqueteuses au recyclage si on le prenait pas. On l'avait acheté à rabais. On était prêt avec ces livres-là. On a demandé un avis au directeur général des élections du Québec avant de le distribuer. Puis on en a distribué un certain nombre dans Victoriaville.
Et aujourd'hui, ils nous disent qu'on aurait dû charger au directeur des élections le prix à la librairie il y a 4 ans plutôt que le prix auquel on l'a acheté puis on l'a payé. Puis si on avait fait ça aurait été une fraude parce que le gouvernement nous aurait remboursé un livre qu'on n'a jamais payé au vrai prix. Donc, c'est toutes des affaires montées comme ça. Je pourrais parler OK, Éric, alors c'est parce que là, on essaie de comprendre. C'est parce que c'est important comme allégation, là. Ça peut vous coûter cher. C'est très important. C'est très grave ce que le PQ fait. Vous avez raison. Alors là, vous dites, moi, j'ai demandé, avant de donner ces livres-là aux gens d'Arthabasca, dans le porte-à-porte, c'est ça? J'ai demandé à Élections Québec comment je peux faire ça, puis ils vous ont dit, juste pour être clair, ils vous ont dit, il n'y a pas de problème, mais vous devez les charger le prix que vous avez payé ou le prix du marché. Ils nous ont demandé le prix. En fait, c'est le prix qui est marqué dans la loi, c'est le prix courant. Le prix courant, c'est pas nécessairement le prix à l'origine, il y a 4 ans, c'était le prix qu'on avait payé. Si on avait chargé le prix du marché de l'époque alors qu'on l'avait payé beaucoup moins cher aujourd'hui, là, on aurait fait une fraude. C'est ce qu'ils nous ont expliqué, c'est Mathieu Gousse de Élections Québec qui nous a expliqué ça en campagne électorale dans Arthabasca. Hey, je suis désolée, je dois être bouchée, je comprends. Est-ce que, quand vous dites le prix de l'origine, vous l'avez pas payé le prix que vous le vendez. Est-ce qu'il faut, quand on déclare ça, là? Oui. Vous avez déjà écrit des livres, là, Madame Maréchal. Vous savez que les auteurs, on paye pas le même prix que la librairie. J'ai pas encore sorti mon best-seller, mais ça s'en vient. Non, mais vous ne payez pas ce prix-là. Mais la loi dit quoi? La loi dit, vous devez déclarer le prix que vous avez payé ou le prix courant. Parce que prix courant, et là, on voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire, prix courant. C'est quoi le prix courant? On a demandé un avis du DGEQ, puis le DGEQ nous a dit, c'est le prix que vous avez payé. Et donc, on a déclaré le prix qu'on avait payé. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est la location d'une maison. Oui. C'est vrai que j'habitais dans une maison pendant que j'étais dans la Victoriaville, en Arthabasca. La location, là, ils ont été sur Airbnb voir combien la maison se louait. Ben oui, ils ont fouillé. Hey, ça, c'est quand même quelque chose. Puis ça là, me donne allez-y. Sur Airbnb, les prix, évidemment, là, à la nuit, c'est pas le même prix qu'au mois. L'autre affaire, c'est qu'on n'a pas occupé l'entièreté de la maison. J'ai pris juste un certain nombre de chambres, 2-3 chambres, puis la personne qui habitait là a continué à habiter là. Donc, puis quand il y avait loué à Airbnb, on partait. Les journées qui étaient louées à Airbnb, on allait ailleurs. Donc, tout ça, là, le Parti québécois parle sans savoir, puis accuse, puis lance de la boue. Puis, ça c'était un logement sur Airbnb dans le comté d'Arthabasca, c'est ça? Que vous avez loué quand vous étiez en campagne. Mais là, j'imagine, c'est comme ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben oui, mais c'est comme quand on déclare une partie bureau de sa maison. On va mettre 20%, 30% selon l'espace qu'on utilise. On n'a pas loué la maison complète. Exactement, on met pas la maison complète. C'est exactement ça. Ouais, c'est sûr. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre dans le pointage de doigts, Éric Duhem? Qu'est-ce qu'on vous reproche d'autre? Les affaires de napperons, là, ils parlent des napperons parce qu'on aurait payé 596$ pour une publicité sur des napperons, alors qu'eux autres, sur le même napperon, il y avait une publicité puis ils ont payé 642$. Là, ils disent qu'on a eu un prix de faveur. Écoutez, moi, c'est le prix sur le document PDF. Je ne sais pas si eux autres ont engagé une firme de communication pour acheter leur publicité puis qu'ils ont payé un 10% de plus. Ça se peut, ça arrive, ça. Nous, on a traité directement avec la compagnie des napperons et on a payé le prix coûtant. On a payé le 596$. C'est des choses comme ça. Mais au-delà de tout ça, Mme Maréchal, moi, ce qui m'écoeure, là, c'est qu'aujourd'hui, là, il va y avoir un nuage au-dessus de ma tête en matière d'intégrité. J'ai bien des défauts dans la vie, là, mais je suis un gars honnête. J'ai jamais volé une scène à personne, OK? Il n'y a pas l'histoire de vos taxes, là. L'histoire de vos taxes, ça avait fait jaser quand même un petit peu. Je suis en train de vous dire, là, oui, s'il vous plaît, laissez-moi juste finir. Allez-y. J'ai pas rien à me reprocher. Oui, j'ai payé un compte de taxes en retard, puis on en parle encore pendant 4 ans. La CAQ vient de dilapider 1,1 milliard, ça, le PQ s'indigne pas de ça. Puis j'ai passé 2 ans, moi, Mme Maréchal, je sais pas combien de temps vous avez passé à faire ça. Moi, j'ai été 2 ans bénévole, pas une scène à ce parti-là. J'ai donné 70, 80 heures par semaine. J'ai fait une crise cardiaque tellement je me suis donné pour bâtir un parti politique, puis une alternative conservatrice au Québec. J'accepterai pas que M. Plamondon commence à me traîner dans le bout comme il est en train de le faire aujourd'hui. Il y a des maudites limites. Je suis prêt à en prendre en politique, là, mais là, le PQ a franchi une barrière excessivement dangereuse. Puis je demande à Paul Saint-Pierre Plamondon de se retirer puis de dire que c'est assez, là, il est allé trop loin, puis de reconnaître son erreur. Je doute qu'il va le faire parce qu'il manque souvent d'humilité, malheureusement, là, mais je pense que ça serait la chose digne à faire de sa part parce que là, il a franchi une limite. Surtout que j'ai été battu, oubliez pas ça, là, par un gars qui a un passé criminel. S'il cherche des gens qui ont fait des choses illégales, là, il devrait regarder le CV de son propre candidat dans Arthabasca. Là. Lui, il a passé 42 jours en prison. Moi, j'ai jamais été d'une prison. Là. Puis quand j'étais allé, c'était pour visiter là, dans des tournées de politiciens. C'était pas parce que j'étais en arrière des barreaux. Fait que je veux juste rappeler que le Parti québécois, là, quand on vit d'une maison de verre, on lance pas trop de roches à ses adversaires, s'il vous plaît.
Fait que là, vous voulez qu'il s'excuse ou qu'il admette qu'il est allé trop loin, qu'il a dépassé les bornes, Paul Saint-Pierre Plamondon? Je pense que ça serait la minimum à faire, là. Puis d'ailleurs, je l'écoutais aujourd'hui, là, puis là, il patinait parce qu'il était pas capable de répondre. Puis il disait, il faut laisser la justice faire son travail. Pourquoi lui, il a pas laissé la justice faire son travail? Pourquoi il a donné ça à des journalistes puis que sa directrice générale était en entrevue hier, avant même qu'on sache, nous, qu'il y avait des accusations du Parti québécois? C'est quand même odieux ce qu'ils sont en train de faire. Puis j'ai pas de mots, c'est rare que je me fâche comme ça. Là, puis que je oui, ça vient vous chercher, Éric. Oui, ça vient vraiment vous chercher profondément. Là. C'est mon intégrité qu'on attaque. C'est pas mes idées. Moi, attaquez-moi sur mes idées. Dans la politique, on peut s'attaquer sur des idées. Mais là, essayer de me faire passer pour un voleur. Ils veulent même que je sois inéligible. Ça veut dire que j'aurais plus le droit de me présenter. S'ils veulent chercher des gens inéligibles, là, qui aillent voir leur propre député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, lui, il a été déclaré inéligible pour 5 ans parce qu'il y avait des questions éthiques quand il était élu municipal aux Îles-de-la-Madeleine. Puis il était pas assez honnête pour pouvoir se représenter puis pouvoir être conseiller municipal, mais il était assez honnête pour être un candidat du Parti québécois puis il a été élu. Fait que tu sais, quand ils parlent d'inéligibilité, là, qui commencent à regarder dans leur propre cours avant de garrocher des accusations mensongères. Mais je pense que il y a eu enquête et ça n'a rien donné, là. Il n'a pas été trouvé Joël coupable. Arsenault a été déclaré inéligible au niveau municipal, mais il a eu le droit de se présenter au niveau provincial. Voilà, il n'était pas assez honnête pour être au municipal, mais assez honnête pour être député péquiste. C'est dur à comprendre, mais malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que vous comprenez, Éric Duhem, de ça, là? Parce que moi, si je suis le PQ, vous n'êtes pas forcément le premier que je veux sortir. Mais peut-être que vous dérangez beaucoup dans le coin de Québec, c'est sûr. Puis petit à petit, vous gagnez quand même des électeurs. Il y en a beaucoup qui m'écrivent en ce moment puis qui disent « Ouf, le peu de respect que j'avais pour PSPP vient de s'envoler. » Il y en a qui apprécient pas non plus qu'on fasse ce coup-là. Il y en a qui disent vraiment un coup bas du PQ. Il y en a d'autres qui disent « Voulez-vous qu'on vous tende un mouchoir, Monsieur Duhem? » Fait que vous voyez, là, c'est... Non. Il y a mais je veux pas être une victime, là, madame. Je veux pas être une victime, le mot aujourd'hui, madame Maréchal, là, mais je veux juste aussi comprendre, parce que comment ça se fait d'abord que le PQ a même accès à ce rapport-là? Parce que le rapport, il paraît que c'est public. Moi, ça m'a surpris, Éric. Il paraît que c'est public. L'avez-vous lu? L'avez-vous vu? Nous autres, on les a jamais vus, les autres rapports. Je suis allé sur le site du DGEQ. Tout ce qui est public, là, c'est une très, très petite ventilation avec les coûts totaux. Mais l'hyperventilation, là, dont le PQ parle dans son rapport, ça, c'est pas public. Et je me demande encore comment ils ont obtenu ça. Puis moi, je suis pas un paranoïaque, là, je serais pas un PSPP de moi, puis j'accuserai pas GRC, là, mais je me demande comment le PQ, est-ce que le PQ nous a espionnés? Comment c'est qu'ils ont accès à ces informations-là? Ça aussi, il va falloir faire la lumière, là, parce que je ne comprends pas pourquoi eux auraient eu accès au rapport alors que nous, on ne l'a pas. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Parce qu'il va falloir... Là, ça a déclenché une enquête de directeur général des élections. Je ne sais pas s'il va y avoir une enquête, Mme Maréchal. Va-t-il y avoir une enquête ou il va regarder ça puis il va conclure que c'est pas nécessaire de faire enquête? Ça pourrait être ça, sa décision aussi. Par exemple, sur les livres, c'est eux qui nous ont donné un avis. Fait que je vois pas qu'est-ce qu'ils vont enquêter. Ils enquêteront pas sur eux-mêmes. Fait que je sais pas trop. Puis tous les documents qui sont cités par le Parti québécois, c'est tous des documents qu'on a remis personnellement au directeur général des élections du Québec qu'ils avaient déjà avant que le PQ dépose sa plainte. Donc, je sais pas sur quelle base ils pourraient déclencher une enquête. Mais ce que je vais faire, je vais voir comment le PQ va réagir. Je vais lire leur plainte parce qu'ils l'ont donnée aux médias, mais ils nous en ont pas donné une copie. Là, je vais la lire parce qu'on vient de la recevoir et on va voir ça va être quoi la suite des choses. Puis qu'est-ce qu'il va. On veut parler au DGEQ aussi là pour éclaircir la situation parce que ça met aussi le DGEQ. Vous l'avez pas fait encore? Oui, le directeur général, vous l'avez pas contacté encore, Éric Duhem? On a essayé de les contacter ce matin. Là, on leur a parlé brièvement, mais il va falloir les rencontrer ou leur parler davantage là, parce qu'ils voulaient rapporter leurs affaires puis ils voulaient pas. Ils sont dans une situation entre l'arbre et l'écorce là, parce que le Parti québécois est en train de les forcer à prendre des positions politiques alors que c'est supposé être une institution neutre au-dessus de la mêlée. C'est comme si on demande à l'arbitre de se mêler de la partie puis de commencer à prendre pour une équipe ou une autre. C'est une position délicate puis je comprends là, mais il va falloir à un moment donné que la lumière soit faite parce que le PQ vient de franchir une ligne qui, quant à moi, est totalement inacceptable en démocratie. Ouais, mais c'est raide. C'est raide, la politique. Pas ça, on va pas nous donner envie d'y aller, là, s'il y avait du monde, là, si vous cherchez des candidats, il y en a qui vont dire, pas sûr que j'ai envie d'aller. Ouais. Non, mais n'empêche, c'est vrai. Ouais, vous avez tout à fait raison, ça alimente le cynisme, ça décourage le monde d'aller en politique. Tu dis, je vais me faire accuser gratuitement de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas édifiant, là. Puis quand ça vient des gens dans leur sol, ces réseaux sociaux anonymes, c'est une chose avec des photos de chats, mais quand ça vient d'un gars qui aspire à devenir premier ministre du Québec, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, puis qui est même en avance d'un sondage, là, on se dit à un moment donné, wow, là, ça a pas de sens, là. Comment ce gars-là peut... Parce qu'il dévalorise pas juste moi ou le Parti conservateur, là. Il dévalorise l'ensemble de la classe politique. Quand les gens lisent
lisent ça, là, ils se disent, sont-ils toutes pourris, sont-ils toutes des voleurs? C'est le sentiment qu'il est en train de créer puis de véhiculer avec ses affirmations mensongères aujourd'hui, là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Éric Duhem. On va suivre ce dossier-là. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci bien, Éric. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. C'est vendredi et c'est le moment de parler avec Antoine Joubert. Alors, restez là, tout le monde. Et j'en profite pour vous dire, Sébastien, bouge pas, 30 secondes. Je donne le numéro de téléphone, 1-877-827-2346. Et par texto, vous nous textez 1-87-CUBE-RADIO. N'hésitez pas à nous appeler avec vos questions. Vous avez des questions sur des véhicules que vous voulez modifier, des questions sur des véhicules électriques, il y a plein. On en a parlé tout à l'heure. Antoine est là. Vous savez un peu ce qu'il pense là-dessus. Je suis sûr que ça va le craquer un petit peu. Restez là. Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture? Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie. Et Ta aussi face! Antoine Joubert! Trop drôle! Sébastien, as-tu vu la face d'Antoine? Qu'est-ce qu'elle a, ma Quand face? il m'entend faire... T'es-tu tanné de notre petit jingle? Pas tout. Non? OK. C'est parfait. Tu me trouves drôle? Ben oui. Ouais. Ça, Je suis pissante. ça Ça détend l'atmosphère. Voilà, exactement. Ça Je détend cherchais mes mots. l'atmosphère, voilà. Vous avez peut-être remarqué Ben oui, que coudonc, t'es malade? j'ai la voix éraillée un peu. Ah. Peut-être trop d'enregistrements T'as sorti de ta trucs. décapotable puis t'as pas remarqué Ouais, qu'il y avait c'est encore ça. du gel la nuit? Puis mes shorts. Ouais, Oh, c'est puis ça. tes shorts. C'est ça. Pas tes gougounes. T'es-tu Jean Birkenstock? Oui. 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 Je t'ai déjà vu aux Îles-de-la-Madeleine, d'ailleurs, dans cet accoutrement. Je suis C'est vrai. très Jean. Oui, mais Oui. quand on est aux îles de la Madeleine, c'est différent. Là, tu sais, là, tu On a le droit. C'est On ça. a le droit, c'est ça. T'as pas sorti ton chandail du CH. Ah, Moi, je j'ai veux tout juste ça. dire aux gens. Où ça? Ben, Il est pas où? sur moi. T'as un petit peu de rouge. Oui. C'est bleu, ça? Oui, c'est bleu, rouge, mais marine et bleu. oui. Moi, je veux juste vous dire, ça me permet de plugger qu'on aura la visite de Michel Bergeron tout à l'heure. Après Oh, toi, Berger. j'ai Bergy. Et là, ça va être intéressant parce que comme coach, est-ce qu'il aurait sorti de bêche? As-tu vu le match hier? Oui. Tu veux ben qu'on oui. parle de voiture ou de hockey? En fait, aussi drôle que ça peut se paraître, Ouais. je me permets de te dire que j'étais dans un concessionnaire automobile en train de regarder un match. Arrête donc. Hier soir. Oui, parce que c'était le dévoilement du concessionnaire, ou c'est l'ouverture officielle du concessionnaire Genesis à Laval. Ouais. Et c'était une soirée grandiose, évidemment. C'est un concessionnaire qui va marcher fort. Et évidemment, c'est un partenaire de TVA Sport, Albi. Donc, il y avait des gens de TVA Sport qui étaient sur place et on en a profité pour regarder le match tout le monde ensemble, entouré de voitures Genesis. Genesis. Exactement. Et ça, c'est électrique, ça? Ça, c'est c'est pas pas mal la marque de luxe de Hyundai qui est en train de faire mal à Infiniti, Acura et Lexus. C'est essence. C'est les deux. Ah oui, t'as le T'as de modèle l'électrique, électrique. ouais. Je ne connais pas tant cette marque. Cette division? Oui, cette division-là. Et t'es pas la seule. Ouais. Parce Tu vois? qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent encore ce qu'est Genesis 10 ans après. Exact. Et j'ai l'impression On n'en qu'on... voit pas tellement sur nos routes non plus. Ah, on en a vendu. Ouais. Tu sais, ben là, on en vend plus que des Acura, des Infiniti, puis je te dirais que on chatouille les ventes de Lexus, on a dépassé Lincoln, tu sais, ça va quand même assez bien. Mais si tu nommes le nom de Genesis à monsieur, madame, tout le monde et que tu fais un vox pop, Ouais. c'est pas encore tout le monde qui sait ce que c'est. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Moi, je suis restée accrochée sur Peter Gabriel, Genesis, à la belle époque. Moi, pour moi, si tu me dis Genesis, c'est ça. C'est une référence de X. Oui, OK, mais oui, on est Et toi, c'est ailleurs. un char. Tu vois? Non, mais On est Mais ailleurs. moi, Genesis, c'est Phil Collins. Phil Collins, c'est sûr. C'est ça. Il y a Phil Collins aussi. C'est le batteur. Oui. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. On pourrait parler de musique aussi. Oui. Mais on va Mais parler. bref, tu peux aller dans toutes les directions. Mais je vois bien. Je te suis. Ben parlons, moi ça m'a vraiment... Bon, il y a toujours le palmarès des pyroutes du Québec, on pourrait revenir là-dessus, mais ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'est la fraude à l'odomètre. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur les véhicules d'occasion et tout ça. Et là, on dit qu'il y a plus de 20 000 véhicules d'occasion dont l'odomètre a été falsifié au Canada. On en a déjà parlé. Rajoute donc un zéro. C'est 200 000? Ben, C'est pas là, 20 000? là, ça, c'est une nouvelle qui est Toi, sortie. tu dis rajoute donc un zéro. Ben oui, OK. ben oui. Parce que toi, tu dis 20 000, ça se peut pas. À la quantité de véhicules d'occasion qui se transigent par jour au Québec, au Canada, Est-ce qu'on a le chiffre? ben c'est bien plus que ça. C'est bien plus J'ai que pas ça. les chiffres avec OK. moi, mais tu sais, il se vend 1,7, 1,8 millions de véhicules neufs au pays, puis il se vend quoi pratiquement le double en l'usager.
Oh mon Dieu, t'as raison, c'est bien plus que 20 000. C'est 20 000? Mais ça, c'est-tu 20 000 qu'on a pogné ou... Ben, en fait, c'est un rapport qui est sorti de chez Carfax qui dit qu'il y a des anomalies confirmées sur une vingtaine de milliers de véhicules avec un historique Carfax. Mais il y a toutes sortes de subterfuges pour pas que ça apparaisse sur Carfax. Et je peux même te donner des cas où il y a eu une falsification d'odomètre, Carfax l'a vu, puis en appelant chez Carfax, ils l'ont modifié à la demande du consommateur. Ouais. Fait que, tu sais, ça prend pas grand-chose, là. Moi, j'ai des amis qui sont commerçants, achètent un véhicule à l'encan. Hey, attends un peu, ça marche pas. Appelle chez Carfax. Ouais, le véhicule avait 112 000 kilomètres à telle date, puis là, il y a 98 000 6 mois après, il y a quelque chose qui marche pas. Et Carfax, ah oui, c'est vrai. Puis là, corrige le Carfax pour que ça coordonne. Alors, il y a des situations où il y a eu des erreurs de conversion de 1000 en kilomètres. Il y a toutes sortes de situations. Mais des odomètres trafiqués, Isabelle, ça n'a jamais arrêté et ça n'arrêtera jamais. Et je suis convaincu de ce que je te dis, là. Si un véhicule part de l'Ontario ou d'une autre province qui passe par un encan, qui se retrouve au Québec, les chances que ce véhicule-là ait un odomètre trafiqué sont exponentiellement plus élevées, là. Genre, c'est sûr que c'est trafiqué. Genre, moi, je prendrais pas de chance. Genre, rachète pas ça. Genre, si tu fais pas tes devoirs, achète pas ça. Et ça serait quoi faire ses devoirs? Comment veux-tu qu'on le sache? Puis si on le sait, okay. ça nous en renseigne comment sur le vrai kilométrage? C'est sûr que si tu t'en vas chez ton concessionnaire Toyota et qu'il y a un Toyota RAV4 2022 dans la cour, le concessionnaire a vendu ce véhicule-là flambant neuf, il y a le pédigree, puis il est capable de te prouver hors de tout doute que le kilométrage est certifié. Bon, ben tu as l'esprit tranquille. Ouais. Si tu connais l'historique du véhicule, tu as l'esprit tranquille. Et si tu achètes le véhicule d'un particulier qui est capable de te prouver tout ça, ça va. Si tu es aussi capable de mettre la main sur le Carfax et qu'il n'y a pas de trou dans le Carfax, parce que, attention tout le monde... Des fois, il y a des sauts d'année. Moi, j'en sors des Carfax pour des véhicules à toutes les semaines, OK? Et il n'y a jamais de suivi complet. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé, puis des fois, tu fais comme, pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, exactement. Ouais. Alors, si tu l'as, la preuve, c'est parfait. Mais tu sais, après, il y en a qui ont... Il y a aussi, tu sais, l'histoire de, écoute, c'était ma femme qui conduisait la voiture, elle y allait pour faire ses petites commissions, tu sais, comme à l'époque. Non, mais... Ou alors, c'est ma grand-mère qui avait cette voiture-là dans son garage, puis elle s'en servait jamais. Mais tu sais, un véhicule tu peux supposer qu'un véhicule, tu parles de ta Toyota, 2022, 4 ans, c'est au moins entre 15 et... Mais s'il y a 10 000 kilomètres, ça se peut pas quand même. Ah, ben, tu sais, moi, je t'amènerais sur ce territoire-là. Moi, j'aime mieux acheter un véhicule qui a fait 25 000 kilomètres par année puis qui a été bien entretenu qu'un auto qui a fait 8 000 kilomètres de ville à chaque année. Voilà. Tu sais, il y a ça aussi, là. Tu l'as vu, l'état des routes en ville? Donc, quand on achète un véhicule, il faut demander les copies des factures d'entretien. Il faut documenter ça. La première chose que tu vas faire, si tu l'achètes chez un marchand de véhicules d'occasion ou chez un concessionnaire, vous l'avez acheté de qui? Mm-hmm. À partir du moment qu'il commence à bégayer, c'est déjà inquiétant. Après ça, est-ce qu'il vient de l'encan? Oui. Premier red flag. Si ça vient de l'encan, il a été acheté 9 août. Alors, tu prends le numéro de série du véhicule et puis tu appelles chez le constructeur. Là, je te parle d'un RAV4. T'appelles chez le constructeur? Oui, c'est pas compliqué, là. Service à la clientèle Toyota Canada. Bonjour, j'ai un numéro de série qui commence par 2 JC Voici le véhicule. Eux autres vont te dire, parfait, c'est un Toyota RAV4 XLE 2022. Que voulez-vous savoir, monsieur? Ben, j'aimerais savoir quel concessionnaire le vend du neuf. Fait que là, ils peuvent te dire, c'est Brockville Toyota en Ontario qui l'ont vendu neuf. Parfait. Tu peux appeler chez Brockville Toyota en Ontario. Bonjour, je suis en train d'acheter tel véhicule. Je serais intéressé à savoir si le véhicule a été entretenu chez vous tout au long de sa vie. Mm-hmm. Alors, si le concessionnaire te dit oui, et j'ai le pédigree devant moi, les vidanges d'huile ont été faites ici aux 12 000 km, là, c'est intéressant. S'il te dit on l'a jamais revu. Ouais, c'est un peu inquiétant. Puis, tu es au courant de concessionnaires qui feraient eux-mêmes, qui trafiqueraient eux-mêmes le... C'est plein. Il y en a. Parce que là, j'ai un auditeur qui dit, j'avais un confrère de travail, tu sais, ça, c'est le cousin, là, mais bon,
il connaît un gars qui avait l'instrument pour reculer le millage qui dit sur les véhicules et il se faisait appeler, semble-t-il, par les concessionnaires. Il y en a encore plein. Il y a des gars qui gagnent leur vie à la semaine. Mais en qui peut-on avoir confiance, Antoine? Il y a plein de gars. À part les 4 astronautes d'Artemis. Je veux pas être plate, là, mais des gros noms qui font des grosses pubs partout au Québec, là, que vous connaissez, là, engagent des gens qui reculent des compteurs à temps plein. Je nommerai personne, j'ai pas les épaules assez solides pour me faire poursuivre. Okay. Mais je le sais. C'est clair. Fait qu'il faut se méfier partout. Tu me plais, cette affaire-là? Puis c'est pas... Tu sais, moi, je crois pas à ça qu'un président d'entreprise pense de même. Tu sais, pensez au nom que vous voudrez, là. Je suis persuadé que le propriétaire de 8, 12, 22 concessionnaires n'a pas ça en tête parce que c'est de la petite économie. Pour lui, c'est de la petite économie. Mais pour le directeur des ventes qui a besoin d'avoir des pins sur son tableau en fin de mois, puis qui cherche à aller chercher un petit profit supplémentaire. Complètement. Puis de sortir les véhicules aussi. Oui, mais pas juste ça, d'aller chercher un petit profit supplémentaire. Parce qu'oublie pas un truc, t'achètes un véhicule, il y a 125 000 km, tu recules le compteur à 80, il vaut plus cher. Fait que ta profitabilité est plus grande. L'autre affaire, et là je vais revenir sur mes trucs là, après, là. L'autre affaire, c'est que ni la Société de l'assurance automobile du Québec, ni les corps policiers, ni n'importe quelle instance gouvernementale va faire le moindre effort pour lever le petit doigt pour enrayer ce fléau-là. Pourquoi? Parce que des véhicules vendus plus chers, ça veut dire plus de taxes collectées à la SAC parce que le véhicule vaut plus cher. Alors, est-ce qu'on va se battre, engager des gens pour faire des enquêtes, pour émettre des amendes, pour en bout de ligne perdre de l'argent? La réponse, c'est non. Fait que le fléau, il va exister, il va continuer. Et pensez pas que parce qu'un véhicule a un compteur numérique, c'est plus difficile, c'est plus facile qu'avant. À l'époque où on avait des compteurs mécaniques, il fallait manuellement reculer les compteurs. C'était long, ça prenait... il fallait que tu aies du doigté, puis il fallait que tu aies de la patience. Il faut aller dans le tableau de bord ou faut aujourd'hui, tu branches une plug au BD2, tu reprogrammes le kilométrage que tu veux, tu tires ça là, puis fin de l'histoire, ça prend 3 minutes. Il y a des véhicules, par contre, qui ont plusieurs pièces électroniques qui vont enregistrer indépendamment le kilométrage. Alors, tu as des véhicules qui sont beaucoup plus difficiles à falsifier que d'autres, et ces véhicules-là, en falsification, vont coûter plus cher à ceux qui veulent le faire par les experts qui le font. Mais il n'y a rien qui se fait qui se défait pas. Alors, n'importe quel véhicule peut être reculé. Moi, je te nommerai pas... À son original, on peut savoir quel était l'original? On peut pas. Comment peut-on faire ça? Il y a toutes sortes de façons, mais tu sais, moi, je peux même te nommer le cas d'un ami personnel qui avait une Porsche récemment, une Porsche de collection. Il l'a vendue à un gars qui a un très, très gros nom, qui est réputé pour vendre la voiture exotique. Et puis, ce gars-là a pris la voiture, est allé faire une fin de semaine de lapping au circuit Mont-Tremblant. Puis, la semaine d'après, la voiture était à vendre sur son site, 30 000 $ de plus avec 4 000 km de moins. Mais 4 000 km sur une Porsche de 911 à 300 000 $, ça paraît. Ça paraît, là. Puis le compteur a été reculé à la limite du kilométrage que lorsque lui, il l'avait acheté. Alors, tu sais, disons que la voiture avait 15 200 km, ben lui, il l'a reculé à 15 205. Comme ça. Point-là? Ben oui. Ils savent, les gars. Ils sont 205, habitués. Ils pensent qu'il y a quelqu'un qui est cave qui va l'acheter, là. Non, mais, tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. J'ai déjà vu un gars prendre une Oldsmobile, là, on recule loin, là, une Oldsmobile brune. Je pense que c'était une Intrigue. On recule il y a 25 ans. Oldsmobile Intrigue, la voiture avait 402 000 km. Il a reculé ça à 135 000 km, puis il l'a vendu comme véhicule d'occasion certifié. Et tu sais, il n'y a rien qui se fait pas. Fait que rassure-nous quand même. Ben là, non, je vous rassurerai pas. C'est ça la réalité. Bon, non, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Faut que tu fasses tes devoirs. Donc, je te disais, t'appelles le constructeur, t'as la preuve. T'as pas la preuve? OK. Le véhicule a été vendu à l'encan et passé de l'Ontario au Québec, était pas capable de faire la preuve du suivi du kilométrage, ni touche pas. Il a probablement été reculé. Wow, il y a même des commerces au Québec qui vont prendre un véhicule, qui vont l'envoyer en Ontario. L'historique va s'effacer puisque c'est un véhicule qui est rendu en Ontario. Ce véhicule-là va ensuite revenir au Québec. Ah, nouvelle historique, et puis on lui fait une cure de jeunesse.
Parce que ce qui est le plus stupide dans tout ça, au moins, il faudrait que ça puisse se faire. Ça, on ne demandera pas des miracles à la SAC, là. Mais qu'au moins, l'équivalent de la SAC en Ontario et la SAC au Québec se parlent pour qu'on ait un amalgame d'historique de véhicules, ce qui n'existe même pas en ce moment. Donc, entre les provinces, on ne se parle même pas. Attends, ils ont de la misère à gérer les chauffeurs Inc. D'une province à l'autre. Je suis bien d'accord. L'Ontario, là, c'est terrible. Il y a eu un rapport cette semaine qui nous montrait mais justement... avant, là, ça existait, puis là, ils le font plus. Ils le font plus. Tu sais, alors... Il faut redoubler de prudence quand on achète. Et là, ce que tu nous dis, c'est si vous achetez un véhicule d'occasion, posez vos questions, faites vos devoirs. Combien de commerçants me disent, ben oui, mais Antoine, c'est de plus en plus difficile. On peut pas reculer des véhicules. Les kilométrages sont enregistrés partout. Je suis d'accord. Sauf qu'il n'y en a pas de conséquences. Fait que le gars qui se fait pincer... Oui, qu'est-ce qu'il paye comme pénalité? D'abord, le gars qui se fait pincer, c'est très, très rare. Ouais. Parce que il faut que tu engendres un processus qui va mener à une preuve. Et ensuite, quand il se fait pincer, c'est une tape de 600$ sa main. Si lui, il a fait... Il a peut-être fait 5 000 $4 de ben profit. Qu'est-ce que tu veux que ça y fasse qu'il y ait une table de 4 000 ou de 600$ sur la main? Parce que c'est de la fraude, en Puis fait. tu peux récidiver 2, 3, 4, 5 fois, avoir des condamnations. Le client qui se pointe là, il ne sait pas. Et qui fait les recherches pour savoir quel concessionnaire a reculé des compteurs? Ouais, je pense que les gens peut-être posent pas assez de questions non plus quand ils achètent un véhicule. La quantité de marchands de véhicules d'occasion là, sur le boulevard Curé-Labelle, puis sur le boulevard Tachereau, puis à Grand Bay sur la 112, ces gars-là qui changent de nom aux 3 semaines, puis qui... Regardez, là, à un moment donné, il n'y a pas que du monde malhonnête, mais c'est tellement facile de le faire. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est facile. Puis si tout le monde le fait, tu te dis pourquoi je le ferais pas. Hey Antoine, oui, un dernier exemple, 10 secondes. 10 secondes. Parce qu'on revient après la pause. Quelqu'un qui n'achète jamais de drogue dans sa vie pense que c'est dur d'acheter de la drogue. Mais quelqu'un qui en consomme sait ou s'en acheter partout, et c'est on ne peut plus simple. Mais c'est la même chose avec le trafic d'odomètre. Une fois que tu as mis le pied là-dedans puis que tu connais comment ça marche, tu peux faire ça, les yeux fermés, les doigts dans le nez, puis ça coûte pas grand-chose. On a quelques questions d'ailleurs sur certains véhicules. Antoine, après la pause, va répondre. Il y a plusieurs autres sujets qui ont fait l'actualité aussi cette semaine. Ne vous gênez pas pour nous téléphoner si ça vous tente. 1-877-827-2346. Vous pouvez poser vous-même votre question à Antoine Joubert. Pas texto, vous faites le 187 Cube Radio. À tout de suite, tout le monde. Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. On est en compagnie d'Antoine Joubert. On a déjà un auditeur qui est au bout du fil, Antoine, qui veut te poser une question. On a Éric. Bonjour, Éric. Salut Isabelle, bien content d'écouter ton émission. Puis Merci. Antoine, moi j'ai une question pour toi parce que je me demande, suite à l'achat de mon véhicule neuf, est-ce que c'est pertinent de faire mon changement d'huile puis tous les traitements directement chez le concessionnaire pour qu'il puisse avoir un suivi de mon véhicule neuf? Ça dérange pas vraiment que j'aille dans un garage de coin de rue pour faire mes changements d'huile? Parce que vous posez la question par rapport à ce qu'on a su cette semaine. Tu as vu ça, Antoine, des changements d'huile qui pourraient peut-être augmenter de 30-40 %? En même temps, oui. En même temps, c'est pas une nouvelle qui m'étonne, là, parce que les vidanges d'huile s'étaient rendus un boulet au pied pour ben des garagistes. Il n'y avait plus de profit là-dedans. Puis évidemment, à un moment donné, il faut que tu sois capable de le faire vivre, ton garage, avec une vidange d'huile à 89-95. À un moment donné, c'est pas très, très payant. Je suis pas étonné d'apprendre ça. Après ça, vous n'avez aucune... Mais ça fait longtemps que c'est plus 89 piastres, là. C'est comme il y a des 129 à 179. Il y a des endroits où c'est pas cher. Même mon concessionnaire Chevrolet, moi, pour une voiture un peu plus spécifique que j'ai, utilise de la Mobile One, donc une huile qui coûte déjà très, très cher pour ce moteur-là. Puis j'ai été étonné, là, c'était en bas de 200$ la vidange d'huile pour un moteur qui en prend beaucoup. Mais ça, c'est une bonne affaire. Ça répond un peu la question d'Éric, c'est où est-ce que je vais? Parce qu'encore vous n'avez pas d'obligation d'aller chez le concessionnaire. Vous avez toutefois l'obligation d'être capable de prouver avec des factures à l'appui qu'un entretien a été fait selon les exigences du constructeur pour que la garantie puisse s'appliquer si vous avez un problème. En même temps, si vous avez loué votre véhicule, je ne sais pas si vous l'avez loué ou acheté. Non, mais... moi je l'ai acheté. Bon. Je l'ai acheté, puis c'est surtout, tu
tu parlais du Carfax puis tous les suivis qui sont faits pour le véhicule, c'est plus dans ce sens-là en plus que je demandais. Là, il y a bien des garages. Demandez à votre garagiste indépendant s'il est abonné à ça. Parce qu'il y a beaucoup de garages qui n'ont pas l'abonnement et donc les entretiens ne paraîtraient pas au Carfax. Alors, si le garage est abonné, souvent les garages banniérés vont l'être, mais des petits garages indépendants ne le sont peut-être pas toujours. Alors ça, c'est une question, mais le plus important, vous gardez vos factures et vos preuves d'entretien, que ce soit de façon numérique ou imprimée. Moi, je pense que d'avoir un dossier d'entretien imprimé qu'on conserve à la maison, qui suit l'historique du véhicule, c'est pas quelque chose qui est bien compliqué à faire, et puis c'est à votre avantage à vous. Et lorsque viendra le temps de vendre votre véhicule, vous aurez la preuve que vous aurez la preuve que le véhicule va avoir été adéquatement entretenu. Alors voilà. Ça c'est le truc. Mais vous n'avez pas l'obligation d'aller chez le concessionnaire dès le jour 1. Tu parles de la marque d'huile. Merci, Éric. J'espère que ça répond bien à votre question. Tu dis ils mettent de l'huile premium et tout, mais qui dit qu'ils mettent pas de l'huile scrap, finalement, de chipette? Ah, ben là, ça... Ben là, t'es en train de nous dire que à peu près tout le monde recule l'odomètre pour faire de l'argent. Tant qu'à ça, ils vont économiser sur l'huile qu'ils mettent dans nos changements d'huile aussi. Tu sais, Isabelle, tu peux... Tu sais, combien de garagistes te disent qu'ils te vendent des plaquettes de freins de qualité supérieure puis ils commandent le plus cheap? Ça aussi, ça existe. À un moment donné... Je le sais, cher ami. Mes freins me le rappellent tous les jours, chaque fois que je recule ma voiture. Non, mais c'est pas au son. C'est à la durabilité puis à l'efficacité de freinage que tu vas le savoir. Ben moi, je pensais que j'achetais des freins neufs. Puis finalement, on m'a dit que c'est parce qu'on m'a mis des génériques réusinés, en fait, de l'usager qu'on a comme... Des plaquettes? Non, ça... Des freins. Mais ça, il n'y a personne qui fait ça, là. Ben, je te jure que oui. Ça, j'ai à peu près jamais vu ça. Des disques qui ont été machinés, oui. Des disques. Voilà, okay. Excuse-moi, je me suis trompé de... Oui, ça se peut. Des disques. Mais ouais. Des disques de frein. Ça, c'est de l'économie de bout de chandelle, là. Ben oui, mais n'empêche que chaque fois que je recule, puis j'ai rappelé le garage, puis il m'a dit, ouais, mais là, c'est parce que c'était ça, on t'a pas mis des neufs, là. Je dis, ben oui, mais j'aurais aimé ça le savoir. Mais quel garage? Mais là, ce n'est plus mon garagiste. OK. C'était il y a 2 ans. Là. Je t'avais appelé d'ailleurs là-dessus. Puis tu m'as dit, ben oui, change de garage. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. mais bref. Mais les auditeurs, il n'y a pas d'obligation d'aller chez le concessionnaire. On a Marc de Joliette avec une autre question. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Antoine? Oui. Quand le moteur, quand on recule le kilométrage, le moteur, lui, commence à avoir de l'âge. Il n'y a aucun moyen qu'on peut tester pour voir la compression, mettons, de tout ça? Aucun moyen? Oui, mais même si vous testez la compression d'un moteur, vous verrez pas, et ça vous donnera pas le kilométrage. Effectivement, qu'un moteur qui a 300 000 km peut être plus usé qu'un moteur qui en a 120. Mais souvent, ça va être des falsifications de 30, 40, 50 000 km. Comment tu fais ça, tester un moteur? Ben, Marc, êtes-vous capable de faire ça, vous? Mais... Non, dans le temps, là, on pouvait checker la compression. Ces nouveaux véhicules, là, je suis pas aujourd'hui, avant de faire ça, je vous dirais qu'il y a 1000 autres choses à faire. Faut y aller avec la logique. Commencez à regarder l'état du pare-choc, des pédales, de l'usure du siège, du volant. Regardez l'état général du véhicule aussi. Ça, ce sont des facteurs qui sont importants, mais commencez à faire des tests de compression sur chacun des cylindres pour voir si un véhicule peut avoir peu de kilométrage et un moteur beaucoup plus usé qu'un véhicule qui en a le double en passant. Tout dépend comment ça a été roulé et entretenu. C'est Steinberg, ça, je ne savais pas. Merci pour le conseil. Parce que si vous faites juste de la ville, du stop and go, que vous mettez le pied au fond à froid, que vous étirez vos vidanges d'huile, ben c'est un véhicule qui a fait que de la ville pendant 10 ans. Le moteur peut être bien plus magané qu'un véhicule qui a fait 3 fois plus de kilométrage sur autoroute. Je suis en train de parler avec une dame en ce moment qui a un camion qui a dépassé le 1 million de kilomètres. Mais le kilométrage... Le million? Le million. Mais... Quelle année? C'est un 2014. Mais le véhicule a fait son kilométrage que sur l'autoroute à vitesse de croisière. Ça use rien, ça. Tu sais, quand tu fais du Montréal-Californie, par exemple, ou des longs trajets, imaginez-vous que vous allez en Floride puis vous revenez à toutes les semaines, vous userez jamais votre véhicule comme ça. C'est moins pire que faire Notre-Dame tous les jours, 2 fois par jour. Arrête. Sérieux?
Arrête, démarre, la suspension travaille 1000 fois plus, non, les terrible. freins, la C'est direction, terrible. ben non, c'est ça. C'est terrible. Voilà. Ouais. On a Jean-Pierre qui nous appelle de Saint-Hubert. Bonjour. Ah, faudrait que vous baissiez votre radio, Jean-Pierre, mais on est content que vous nous écoutiez dans votre voiture. Vous avez une question pour Antoine? C'est pas une question, c'est plutôt... un commentaire. Un commentaire, ouais, c'est ça. J'entends souvent, tu sais, la phrase, les voitures électriques, c'est trop cher, blablabla. Mais là, maintenant, tu peux avoir des voitures électriques en location pratiquement pour le même prix qu'un Honda Civic. Ben oui. Puis, ouais, exactement. Puis, l'autre chose, moi, c'est le contraire. Je peux pas me permettre une voiture thermique. Je comprends. Trop cher. Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la beauté de ce qu'on constate depuis environ 1 an. Les constructeurs automobiles commencent à lancer des véhicules électriques plus abordables, ce qui fait qu'en bout de ligne, puis là, je vous parle même pas du coût énergétique, mais ce qui fait qu'en bout de ligne, vous allez être capable d'avoir une voiture électrique à prix équivalent d'une voiture à essence d'entrée de gamme. Alors, je donnais l'exemple un peu plus tôt cette semaine de la Chevrolet Bolt. Là, avec les crédits, tout ça, la voiture coûte 33 000 $. Vous pouvez louer cette auto-là pour la même mensualité qu'une Honda Civic à essence ou qu'une Kia Forte ou qu'un petit VUS compact ou bon. Alors, effectivement, et vous allez dépenser à peine 10% du montant en énergie en vous rechargeant à domicile. Donc, c'est sûr que c'est avantageux sur le plan financier. Et la beauté de ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a une multiplication de véhicules électriques plus abordables aussi parce que les constructeurs sont très conscients que les Chinois cognent aux portes et vont arriver avec des véhicules à prix plancher. Donc, vous allez voir des constructeurs automobiles qu'on connaît établir des prix de véhicules électriques que vous avez jamais vu. La Chevrolet Bolt, c'est un exemple, mais la Tesla Model 3, la Kia EV3 qui s'en vient dans les prochains mois, ce sont des véhicules qui vont être très abordables et qui vont avoir tout leur sens pour beaucoup de consommateurs chez nous au Québec. Ouais, je pense que oui. En même temps, faut comprendre un truc. Là, en ce moment, il y a la combinaison de subventions, du prix de l'essence élevé, de l'abordabilité de ces véhicules-là qui font en sorte que les Québécois se réintéressent à la voiture électrique. C'est très attrayant. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les véhicules électriques plus chers, eux, ne se vendent pas. Fait que c'est vraiment... Les consommateurs aujourd'hui achètent... Tout ce qui est plus cher. Ouais, la classe moyenne achète pas trop ça. Mais les consommateurs aujourd'hui achètent des véhicules électriques de façon beaucoup plus pragmatique qu'il y a 2 ans, où on se garrochait sur des véhicules à 70-80 000 $. C'est très intéressant de regarder ça. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, il y a certains véhicules électriques qui peuvent coûter, nonobstant le coût de l'énergie, à peu près la même chose que certains modèles à essence équivalents. Bon, merci beaucoup de votre commentaire et question, Jean-Pierre. Il nous reste 10 secondes, Antoine, parce qu'on va parler à Michel Bergeron tout de suite après. Mais comme il a posé cette question dès le début, réponse courte pour notre auditeur. Il dit, j'attends mon Subaru Uncharted GT. Habituellement, je le loue, mais là, cette fois, je l'ai acheté sur 6 ans. La fiabilité pour 10 ans? Point d'interrogation, dit-il. Je me prononce pas là-dessus. Je ne pourrais pas certifier la qualité d'un véhicule électrique fraîchement sorti du four pour 10 ans. Jamais. Si on m'avait parlé d'une Crosstrek, je t'aurais dit oui. OK. Mais il n'y a aucun véhicule électrique aujourd'hui. 6 ans au moins, il l'achète pour... J'espère pour lui. Moi, je l'aurais loué. Ah oui, toi, les véhicules électriques, tu les loues? Ben aussi, parce que c'est une technologie qui évolue tellement vite. Tu sais, qu'est-ce qu'on va avoir comme véhicule électrique dans 4 ans sur le marché? Parce que les véhicules électriques qu'on vendait il y a 4 ans, ils sont un peu désuets déjà. C'est une technologie qui évolue à vitesse grand V. Vous êtes bien mieux de louer et de ne pas avoir 100% de la responsabilité financière de ce véhicule-là. Tac, tu remets les clés. Exactement. Antoine Joubert, toujours un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. On va aller reposer ma voix. Au revoir. Ça paraît même pas. Non, je sais bien. Tout de suite après la pause. Salutations à Bergy. Oui, tu peux rester pour échanger. On parle à Bergy. Michel Bergeron, tout de suite après la pause. Ah, je veux avoir vos opinions là-dessus, pour demain, là. Est-ce qu'on finit ça en 6? Moi, je serais tenté de dire Canadien en 6. Je suis tenté. Oh, on y va, toi, Antoine. Qu'est-ce que tu dis? En 6 aussi? Oui. Bon, il y en a-tu qui disent en 7? On fait ça tout de suite après. Isabelle Maréchal, une vision constructive.
Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Oui. Et voilà. Et pour ceux qui nous suivent sur Cube Télé, j'ai mon chandail. J'ai sorti ma relique avec Huet, un ancien gardien du Canadien. Nous avons Michel Bergeron, dit Bergie, avec nous. Merci d'être là, Michel. Plein d'affaires. On a peu de temps, mais là, hier, ça a été incroyable ce qu'on a vu. On a eu peur, puis finalement, on a fini ça dans la joie et l'allégresse. Le Canadien a les devants 3-2 dans cette série-là. Est-ce qu'on les sort demain, Michel? Absolument, absolument. Hier, le Canadien, comme tu dis, là, la première période a été difficile. Daubèche, le gardien de but, a donné de mauvais buts. Mais on s'est replacé de brillante façon, là. La deuxième portion du match a été l'affaire du Canadien. Puis, oui, ça se termine demain, là. Puis, on commence mardi contre les Hurricanes de la Floride, la semi-finale. Bon, ça va être une autre game, c'est le cas de le dire, la semaine prochaine. Mais parlons un peu de ce qui s'est passé avec Daubèche, parce que dans la première période, je t'avoue, toute la famille, les amis, on s'échangeait des textos, on se disait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Daubèche? À tel point que Martin Saint-Louis a même pensé le sortir, mettre un autre gardien. Il a consulté Marco. Toi qui a été à ce poste-là, qui a eu à prendre ce genre de décision, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben écoute, je pense que Martin Saint-Louis, c'est une bonne chose d'avoir communiqué avec d'abord son assistant entraîneur derrière le banc, avec Marco, l'entraîneur des gardiens de but. Ouais. S'il avait été seul, là, probablement qu'il l'aurait changé. Mais là, avec une espèce d'appréciation des deux autres, on a décidé de le garder. Et finalement, ça a été une décision positive. À un moment donné, il faut que tu fasses confiance à ton entourage. Et Martin a eu la brillante idée de communiquer avec son assistant et l'entraîneur des gardiens de but. C'est ça. Et après ça, Daubèche, lorsque le Canadien a pris l'avance en troisième période, tu voyais qui était pas le même gardien de but qu'en début de match. Il était concentré et probablement qu'il disait « OK, j'ai donné un ou deux mauvais buts, mais là, c'est terminé, ils n'en marqueront plus un autre. » Puis il a fait ce qu'il avait fait depuis le début des séries. Oui, mais c'est parce qu'au début, écoute, c'était plus qu'un ou deux. Là, c'était quasiment, j'exagère à peine, c'était quasiment chaque lancé qui rentrait dans le but de Daubèche. On était sérieusement inquiets. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête à ce moment-là? Trop de pression, Michel, tu dirais? Non, c'est une game le hockey, c'est une game d'erreur. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, en plus de ça, les gardiens de but, là, ils ne voient pas toujours la rondelle de brillante façon, là. Ah, hier, il l'a pas vu les premières, là. Il ne voyait pas. Ben oui, les joueurs des Sables de Buffalo, des tours à Babel, ils sont devant lui, ils mesurent 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Et en plus de ça, des lancers déviés, des rebonds, des retours de lancers. Il arrive tellement de choses, là. En plus de ça, la pression. Puis, n'oublions pas une chose aussi, la nervosité et la fatigue. Ouais. Tu sais, Daubèche, là, il joue à tous les 2 jours. Il y a une pression énorme. Donc, il y a un petit peu de fatigue dans tout ça. Autant physique que mentale. Oublions pas ça, là. Puis, en tout cas, le retour de Demidov. Le retour de Demidov, c'était fabuleux. Écoute, hier, sincèrement, on était contents. Moi, j'avoue, la veille, je m'étais un petit peu plainte du fait que Demidov, on attendait qu'il se réveille, là. Et là, hier, il l'a fait de belle façon. Pas qu'il se réveille, que la chance soit un peu avec lui. Demidov, il travaille tous les soirs. Demidov, c'est un jeune attaquant du Canadien. Il joue pas avec les meilleurs joueurs, Demidov. N'oublions pas là, qu'il change continuellement là, de partenaire. C'est pas facile. Mais si tu le compares à Lane Hudson, qui est sincèrement, Lane Hudson, écoute, Serge Savard, que tu connais bien, me disait l'autre jour, moi, depuis le début, disait Serge, je sais que Lane Hudson, c'est le meilleur joueur de la LNH. On m'ostinait il y a quelques années. Aujourd'hui, regardez-le, ça va être le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Puis c'est un Canadien de Montréal. Hier, j'ai fait une comparaison. Là. Je l'ai comparé pour les plus âgés à Bobby Orr. Ouais. Pour moi, Bobby Orr là, a été probablement le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas peu dire, là. Ouais. Non, Hudson, là, il est incroyable. Match après match.
Et tu sais qu'Isabelle... Il nous reste 30 secondes. Oui, vas-y. Hudson et des milliards sur la route, là, ils rouvent ensemble, hein? Oui. Les deux restent ensemble dans la même chambre. Font de la pub ensemble aussi. Font des pubs ensemble. Hey, Michel, demain, le score, est-ce que tu t'avances à nous dire? 4-2 Canadiens. 4-2 Canadiens. 4-2 Canadiens. Le quatrième but d'un filet désert. Oh, OK, là, tu t'avances loin. Hey, merci beaucoup, Bergie. Je t'embrasse. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Passez une belle fin de semaine. Et go Habs go pour demain. On se donne toutes les chances possibles. Kid.